Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport, l'émission ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur. Comme toujours, pour m'accompagner, une Dream Team. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite. Musique, c'est une grande sportive. Elle adore la course à pied. C'est limite devenu une drogue pour elle. Cette athlète aguerrie est également une grande fan de basket. Elle s'y connaît dans tous les sports. L'incroyable Audrey Lepère est avec nous. Bonjour. Et vous nous venez de Poissy. Avec grand plaisir. Comment allez-vous? Très très bien, une année olympique qui se profile. Les JO, le sport, donc très contente de vous retrouver. Bon, ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas sur ce plateau, on est très content de vous retrouver. On continue à gauche, musique. Vous reconnaissez sa musique, on l'adore comme une balade en bateau dans les 5 terres en Italie, on l'adore comme une glace prise devant le Colisée à Rome, on l'aime comme une balade en gondole à Venise, on l'adore comme une séance shopping à Milan. Notre Italian lover, Grégory Canale, est avec nous pendant une heure. Merci Mickaël, bonjour Audrey, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien, là on se sort petit à petit de quelques pépins physiques niveau sportif. On va pouvoir reprendre une pratique normale, donc c'est voilà, avec grande joie que je vais pouvoir reprendre le sport normalement. Bon, rassurez-nous, pour l'émission ça va, ça va le faire. Pour l'émission on est là, on a préparé les éléments. Et peut-être quelques punchlines, on verra tout à l'heure. On repasse de l'autre côté, musique. Il est de retour dans cette émission après une blessure de plusieurs mois. Il est en pleine forme aujourd'hui, rassurez-vous. C'est le responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France. Mesdames et messieurs, Philippe Volac est avec nous pendant une heure. Ravi de retrouver les plateaux, ça me change des plateaux à la clinique. Et donc, non, mais ça me fait très plaisir et ça va, je veux dire. J'ai une nouvelle hanche, donc voilà, donc ça me va. Vous êtes blessé ensemble avec Grégory, je sais pas, non non, pas la même hanche, non. Pas la même hanche. Même poste au foot, mais non, pas les mêmes blessures. Voilà, c'est ça. Vous allez bien en tout cas. Ouais, ça va très bien. Parce qu'on a reçu de nombreuses lettres de fans, rassurez vos fans, ça va. J'étais pas fané, donc ça va. Ouais, ça va. On termine de l'autre côté, musique. Vous reconnaissez sa musique, c'est notre Empire State Building, notre Machu Picchu, notre Tour Eiffel, c'est le monument de cette émission. Il nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être présent pendant une heure. Le toujours très élégant Jean Miss est avec nous pendant une heure. Bonjour à tous et à toutes surtout. Comment allez-vous Jean? Toujours en pleine forme. Toujours. Mais oui, mais si je viens ici, c'est que je suis en forme. En tout cas, vous avez toujours le sourire, ça fait il plaisir. faut, mais... Il fait frais pourtant dehors. Il fait frais, il y a du vent, il y a de la pluie. Mais bon, ça n'enlève pas la chaleur et le sourire intérieur. Très bien, voilà. On commence avec des superlatifs, des jeux de mots. En tout cas, vous avez compris, ça va être une très bonne émission. Avant de passer au programme de l'émission, on va parler de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des jeunes. On est en 8e de finale et 2 clubs yvelinois sont encore en lice. Le FC Mantois va recevoir Troyes et le FC Versailles va recevoir Toulouse après s'être qualifié sur tapis vert contre Ivry. Le match se jouera ce dimanche 25 février à 14h30. Votre avis sur ces 2 Yvelinois encore en lice dans cette Coupe Gambardella? On valide, Philippe? Ouais, oui. On valide Qu'est-ce que vous en pensez? complètement, on valide. Moi je trouve que c'est très bien. En plus, c'est les 2 dernières équipes en Ile-de-France, c'est quand même pas mal. Alors qu'il y avait Paris FC, il y avait PSG, il y avait des grosses équipes quand même, Bretigny, enfin des grosses équipes de formation. Je trouve que c'est bien. Bon, depuis qu'ils ont revu, c'est des moins de 18 maintenant, des U18, c'est plus des U19. Je trouve que c'est encore mieux. Ça nivelle un peu, ça nivelle les valeurs. Et je trouve que c'est bien quand on voit le nombre d'équipes pro. Je crois qu'il y en a 9 clubs, enfin 9 équipes qui viennent des pros. C'est pas mal, je veux dire. Et puis, Versailles, c'est bien pour Versailles aussi, c'est bien pour Mantes aussi, ça fait de la visibilité. Il faut dire aussi que s'ils vont au bout, c'est difficile. C'est Monaco quand même qui est le dernier gagnant, donc vainqueur. Mais je trouve que c'est une belle visibilité. J'espère qu'ils vont passer. Ouais, je suis complètement. Parce qu'en plus, la finale, elle se fait juste avant la finale de la Coupe de France, en levée de rideau. Donc, voilà. Et ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de club francilien comme le PSG. Là encore, il n'y en aura pas parce qu'il s'est fait éliminer par l'OM. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça nivelle. Quand on voit les équipes qui restent, c'est pas des équipes. Voilà, c'est des équipes. Il y a beaucoup de la Ligue Bretagne aussi. Il y en a beaucoup et des petites équipes qui restent. Donc ça nivelle.
Grégory, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on valide forcément. 8e de finale et encore 2 clubs yvelinois. Alors on a longtemps attendu pour le FC Versailles parce qu'il y a eu une qualification un peu particulière face à l'US Ivry. Le FC Versailles avait fait son match sur le terrain. Tous les jours quasiment on attendait la décision. C'est ça. Et finalement victoire 2-0 du FC Versailles, mais le match n'est pas allé à son terme parce qu'il y a eu quelques incidents lors de cette rencontre qui ont visé notamment l'un des arbitres. On a attendu la décision de la FFF sur tapis vert. Finalement, c'était sans surprise de FC Versailles a obtenu sa qualification. On valide parce que voilà, 2 clubs yvelinois, 2 très belles affiches face à des équipes qui ont des centres de formation avec les Stacks de Troyes qui évoluent pour les grands en Ligue 2, le Toulouse FC, le TFC qui évolue là même en Ligue 1. On avait eu une rencontre Versailles-Toulouse chez les grands en Coupe de France il y a quelques temps. Et puis cette Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes, de la même manière que la Coupe pour leurs aînés, pour les seniors. C'est une belle épopée, c'est un beau rêve que peuvent aller chercher ces jeunes. Alors pourquoi pas venir performer contre ces équipes de centres de formation, on ne sait jamais. Là, voilà, il reste 16 équipes maintenant. 2 clubs yvelinois parmi les 16 meilleures équipes françaises. On ne peut qu'espérer. Voilà, on va prendre les matchs après les autres. C'est bizarre de dire ça au foot, on le dit souvent, mais là, pour le coup, tout est possible pour ces clubs yvelinois. Donc on va être à fond derrière eux. Audrey, ça vous fait plaisir, vous, de voir 2 clubs yvelinois? C'est une fierté locale. Donc je suis très contente que ce soit effectivement des jeunes, des très très jeunes, de les suivre, de suivre leur progression. Et moi j'ai hâte de pouvoir effectivement continuer à les suivre le plus loin possible. Et donc, ils sont en 8e de finale. Est-ce qu'ils ont déjà réussi leur parcours en étant en 8e de finale ou pas, à votre avis? Déjà une première belle étape pour des jeunes de moins de 18 ans, c'est ça, hein. Oui. Et oui, c'est déjà une première belle étape, une belle fierté locale surtout. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Vous validez aussi? Bien sûr, je valide. Vu la qualité de la coupe, hein, Grégory l'a dit, c'est la Coupe de France des jeunes. Donc forcément... Et elle est très suivie par les observateurs. Tout à fait, parce que c'est les futurs grands champions du football français de demain. Donc forcément, c'est pas le petit championnat de quartier, c'est vraiment la Coupe de France des jeunes. Donc c'est une compétition qui est relevée et qui est prestigieuse. Donc on ne peut qu'être satisfait et enjoué de cette participation des 2 clubs franciliens. Okay. Oui, Audrey. Ouais, je me permets, il y a des petites recrues aussi, je crois bien, sur le FC Versailles, sur un jeune... un très jeune qui a au moins 18 ans. Ouais, voilà, qui est arrivé. Qui porte un peu l'équipe. Exactement. Donc moi, je suis plutôt axée sur les joueurs et de pouvoir vraiment suivre comme ça les équipes. Et Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils ont déjà réussi leur Coupe Gambardella ou pas, que ce soit le FC Montois ou le FC Versailles? Non, on ne peut pas dire qu'ils ont réussi, parce qu'une compétition... Parce que c'est quand même assez rare de voir des clubs yvelinois arriver à ce stade de la compétition. Même si c'est rare, mais je pense que si on leur pose la question, ils vont dire non, puisque tant qu'on gagne, on joue. Oui. Et donc leur but, c'est de rêver et de la décrocher, forcément. Au niveau compétition, on ne peut pas dire à des jeunes, ou même à des sportifs en règle générale, ça vous satisfait la 8e de finale? Non. Leur objectif, c'est de décrocher la coupe, et donc forcément, ils vont tout faire et mettre les ingrédients pour y arriver. Grégory? Ce qu'on peut dire, c'est sur ces 2 clubs, on a un FC Montois qui est en National 3, le FC Versailles en National, c'est-à-dire qu'on a des équipes de jeunes derrière qui suivent, et ça fait aussi plaisir d'avoir un réservoir de jeunes talents qui puissent peut-être alimenter l'équipe senior, mais peut-être qu'il y a quelques recruteurs qui iront dénicher des pépites dans ces équipes, parce qu'on le sait, là, plus les tours vont passer, plus il y aura de recruteurs, et c'est une compétition effectivement qui est énormément suivie. Bon, j'espère en tout cas qu'ils ne se feront pas piller, comme à chaque fois en fin de saison, par les clubs professionnels. Ces clubs-là récupèrent aussi des joueurs qui sont remerciés par les clubs de formation pro aussi, et ils reviennent là parce qu'ils n'encadrent pas beaucoup, hein, donc aussi ça y fait aussi. Hein. Un petit tour de table, pronostic. Bon, Grégory, vous lancez ces pronostics. Hein. On sait que vous êtes un peu le spécialiste des pronostics. Non. Déjà, Mais... alors, on va pas donner forcément de score, mais 2 clubs yvelinois vont passer. Allez, au moins 1 sur les 2. Ou 0, voilà. Non, je mets une pièce sur un club sur les 2. Un club. Vous dites pas qui, par contre? Je dis pas qui. Jean? Moi, je dis un club et je dis Versailles. Vous mouillez, Jean. Philippe?
Allez, je vais être fou, je vais dire 2. 2. Et Audrey? Moi, je reste optimiste et justement, je rejoins Jean sur Versailles. Ok, sur Versailles. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de basket et du match entre les deux prépas versaillaises, Geneviève et Auch. On parlera aussi du gala de boxe organisé à Elancourt par la team Farouja. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler du PSG et de Kylian Mbappé. C'était un dossier brûlant depuis plusieurs années. Il est apparemment tranché. Le joueur du PSG, Kylian Mbappé, formé en partie dans les Yvelines à Clairefontaine, a décidé de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Il ne prolongera pas et il partira libre. Ce n'est pas encore officiel, mais il a annoncé sa décision à son employeur et à ses coéquipiers. Il devrait rejoindre le Real Madrid. La question sur cette thématique, la vie sans Kylian Mbappé est-elle possible pour le PSG? Oui ou non? Oui pour vous, Jean. Oui pour vous, Philippe. Vous êtes partagé, Greg, et partagé aussi Audrey. Bon, alors, pourquoi, Greg, vous êtes partagé? Partagé parce que le PSG et Kylian Mbappé, pour moi, sont indissociables aujourd'hui. Alors, on le disait dans la précédente émission, pour le bien d'Mbappé, il doit partir. Ça ne fait aucun doute. Mais aujourd'hui, quand on regarde purement les statistiques de Kylian Mbappé au PSG, si on prend les statistiques de la saison en cours, Mbappé a inscrit 21 buts des 53 buts au total de son équipe en Ligue 1. 4 buts sur les 8 au total inscrits en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui est ultra décisif, qui marque à chaque fois dans les rencontres décisives. On l'a vu la dernière fois face à la Real Sociedad en 8e de finale aller, où il n'était pas forcément dans son match, mais à des moments clés du match, il a su répondre présent. En Ligue 1, il marque à chaque fois face à des équipes qui sont dans le top 5, si on regarde les derniers matchs de Kylian Mbappé. Alors ce qui me fait dire peut-être que la vie est possible sans lui, c'est que il score énormément au niveau des buts et c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà, l'équipe qui marque le plus de buts que son adversaire l'a emporté. Voilà, bon, une équipe qui ne prend pas de buts aussi gagne, donc on peut aussi voir la chose dans ce sens. Mais c'est pas forcément le joueur qui fait le plus de passes décisives dans son équipe. Juste sur la Ligue 1, le joueur qui alimente le plus le buteur, c'est Ousmane Dembélé. Donc c'est pas forcément le joueur qui va amener les actions de but, c'est celui qui les termine. Et donc j'ai envie de dire, pourquoi pas aussi voir la vie sans Kylian Mbappé. C'est pour ça que je suis partagé. C'est quand même un joueur qui score beaucoup, qui est très décisif avec son équipe, mais c'est pas celui qui va alimenter les buteurs. C'est lui le buteur en l'occurrence. Audrey, alors vous aussi vous êtes partagé. Oui, parce qu'il y a deux sujets. Moi je suis pour le PSG, donc automatiquement j'ai suivi Kylian Mbappé. Sachant que Kylian... En tant que supportrice, ça va, voilà. Vous vivez bien? Alors, on a le centre d'entraînement à Poissy. Donc c'est vrai que je suis un peu partagée, j'aurais aimé qu'il reste un peu plus dans l'équipe. C'est vrai que c'est un sport d'équipe avant tout. Là où effectivement je suis mitigée pour lui, c'est que c'est aussi son rêve de partir aussi faire comme son idole, Cristiano Ronaldo, c'est ça? Ouais. Et donc de pouvoir effectivement... Alors attention, il n'a pas encore signé au Real Madrid, mais normalement il devrait y aller. Voilà, il devrait y aller. C'est vraiment sous peu, à mon avis, cet été apparemment, il y a eu des échos. Bon, encore rien n'est fixé. Donc c'est vrai que pour un jeune de 25 ans, j'aurais aimé le voir un peu plus jouer au PSG. Après, voilà, je suis aussi, il y a d'autres joueurs, à mon avis, qu'on va sûrement retrouver au PSG. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à gagner. Mais ça... La vie continue. Oui, mais j'aimerais bien que le PSG gagne. J'ai pas envie que le Real... Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, pour vous, la vie sans Kylian Mbappé est possible? Oui, elle est possible, parce qu'il y a eu, bien sûr, Kylian Mbappé, c'est exceptionnel ce qu'il fait, mais avant, il y a eu Ibra, on disait la même chose avec Ibra, on a dit la même chose avec Pauletta avant, on a dit la même chose avec Rai, on a dit, tu vois, et puis en fin de compte, c'est à qu'on continue. Et puis là, ce qu'on dit aussi maintenant, c'est que ce sera pas on disait la Ibra dépendance, là on dit la Kylian dépendance. Aussi PSG, il change un peu de stature aussi, puisque c'est moins comment je veux dire, paillettes aussi, je veux dire l'équipe aussi. Là, il joue beaucoup pour Kylian. C'est vrai que sur le terrain, il joue, pour y être à tous les matchs et le voir, il joue. C'est vrai, c'est Kylian dépendance. Il joue tout pour lui aussi. Là, après, ça va changer. Encore une preuve possible. C'est comment Xavi Simons qui va revenir. Il voulait pas revenir tant qu'il y avait Mbappé qui était là. Il voulait pas revenir. Et là, voilà. Donc oui, ça va changer. Beaucoup ont dit des entraîneurs, c'est bien, ça va niveler le championnat. Il y en a même qui ont été dire ça. Puis je me dis, bon, ça fait rien que pour lui, pour l'homme, 7 ans au PSG, je trouve que c'est bien.
C'est pas beaucoup trop, mais c'est pas mal, je trouve. C'est bien. Ouais. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, vous êtes fan de Kylian Mbappé. Hein. Pourquoi vous me dites ça? Non, mais je reconnais que c'est un très grand joueur. Mais c'est pour ça que j'ai répondu oui de suite. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Philippe. Le PSG fonctionnait très bien avant Kylian Mbappé. Certes, c'est un excellent joueur. Certes, les statistiques, il a affolé les statistiques et il les affole encore. Grégory les a données tout à l'heure. Maintenant, ça fonctionnait avant très bien sans lui et ça fonctionnera très bien sans lui aussi après. Il y aura d'autres joueurs qui arriveront. Il faut quand même se rappeler que le football, c'est un sport collectif et que les plus grandes équipes sont celles qui sont le plus collectives. Ouais. Que là, aujourd'hui, Philippe l'a dit il y a 2 minutes, le PSG joue pour Kylian Mbappé. Demain, ils ne joueront plus pour un joueur, ils vont peut-être retrouver une harmonie et un collectif beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace sur le plan du résultat. On ne s'appuiera plus sur un joueur, on s'appuiera peut-être sur un gros collectif. Donc oui, le PSG continuera à être une grande équipe. Grégory. De toute façon, ça devra être possible puisqu'ils devront faire 100 et peut-être oui, ça va favoriser l'émergence de joueurs. Là, on a vu très récemment Barcola qui commence à aligner les bonnes prestations, à être titulaire et Kylian Mbappé peut-être être un peu plus dans l'axe dans ce trio d'attaque au PSG. Moi, je me pose plus de questions et je suis plus inquiet pour la santé de la Ligue 1 parce que au-delà d'avoir un fort impact, ce départ d'Mbappé sur le PSG, ça peut avoir un fort impact sur la Ligue 1. Rappelons qu'en ce moment, il y a une phase de négociation pour la prochaine cession des droits télé pour empocher la diffusion des matchs de Ligue 1. Du côté de la LFP, la Ligue de football professionnel, on espère empocher une enveloppe de 900 millions d'euros. Ce qui se laisserait... Voilà, 200 millions, c'est ça à peu près l'enveloppe maintenant non, en fait, voilà, le simple fait que Mbappé s'en aille, il y aurait une décote de 20% sur le prix réel de la Ligue 1. Mbappé aujourd'hui, par saison, pour le football français, à lui seul, ça représente 140 millions d'euros à peu près par saison pour le football français. Donc forcément, le départ d'Mbappé va aussi avoir un impact sur, j'ai envie de dire, la marque Ligue 1. Après... Peut-être qu'avec l'argent du transfert, enfin non, il n'y aura pas d'argent puisqu'il va partir libre, pardon. Mais peut-être qu'avec des moyens conséquents du PSG, ils pourront attirer de nouveau un grand joueur. Après, le PSG va économiser environ 200 millions d'euros avec son départ, avec le salaire. Voilà. Jusqu'à 500. Jusqu'à 500 millions d'euros, ils vont économiser. Donc techniquement, ils pourront recruter pour le remplacer. Pour le PSG, oui. Mais voilà, je me fais un peu plus d'inquiétude pour la Ligue 1 parce qu'ils perdront Mbappé, ils ont déjà perdu Messi et Neymar en l'espace d'un été. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors du coup? Est-ce qu'il faut recruter Bling Bling? Est-ce qu'il faut recruter de grands attaquants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut recruter peut-être à plusieurs postes différents pour créer une équipe plus forte? Audrey, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut recruter, ça c'est évident. On peut pas laisser l'équipe comme ça. Ah non, mais Kylian Mbappé c'est quand même un très grand joueur, il y a des très bons joueurs, ça je le reconnais. Il va falloir aussi que le PSG gagne. Il faut une tête d'affiche? Oui, je pense. Ça marche toujours comme ça. Jean? Oui. D'un côté, oui. Il y aura 2 solutions, je l'ai dit juste avant. Il y aura 2 solutions. Ou on recrute un grand joueur autour duquel on continuera à jouer comme on l'a fait jusqu'à maintenant, comme on le fait actuellement jusqu'à maintenant le PSG. Ou alors on recrute pour faire un groupe fort et solide. Parce que, encore une fois, c'est un sport collectif. C'est pas un joueur qui fait tout. Là, en l'occurrence, on s'appuie sur un joueur, Kylian Mbappé, qui fait à peu près 50% du PSG, quoi. Mais est-ce qu'il y en a pas des masses de Kylian Mbappé? Donc, est-ce qu'ils vont en trouver un autre de la même stature? C'est pas évident. Donc, après, on n'est pas dans les petits papiers du PSG, donc on ne sait pas sur quel joueur ils sont. En tout cas, on parle en ce moment de Victor Osimhen, le ballon d'or africain qui évolue à Naples, meilleur buteur de la Serie A l'année dernière. On parle de Leao aussi qui évolue au Milan AC, et de Lautaro Martinez qui évolue à l'Inter à Milan. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Grégory, Lautaro Martinez. C'est un joueur que je ne l'aime pas beaucoup parce que il n'est pas attaquant de l'équipe. Mon équipe favorite, c'est plutôt l'équipe ennemie, même l'Inter de Milan. Je suis supporter de la Juve. Mais vous aimez le joueur? Le joueur est très fort et cette année, il réalise encore une saison. Ça fait 3 saisons qu'il a plus de 20 buts marqués. Voilà, on voit l'écran là. 21 buts marqués sur cette saison et on vient juste de passer la moitié de la saison, donc on peut espérer qu'il aille à au-delà de 30 buts. Après, sur les noms que vous avez évoqués, Victor Osimhen, oui, c'est très fort,
mais c'est le Victor Osimhen de la saison dernière qui a été très fort. Cette année, il s'est perdu complètement dans une équipe aussi du Napoli qui était championne d'Italie l'année dernière, qui est perdu. Il en est même arrivé à s'engueuler, s'embrouiller avec son président. Du coup, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il a été aussi éloigné des terrains à cause d'une blessure. Il est revenu en retard de la CAN. Il a fait quand même une CAN, il est arrivé en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on n'a pas le même Victor Osimhen que l'année dernière. Donc attention aussi là-dessus. Et Raphaël Leao, je dirais dans les caractéristiques techniques, de rapidité aussi, c'est le joueur peut-être le plus similaire à Mbappé, mais il n'a pas cet instinct finisseur que peut avoir Kylian, parce que Kylian il score beaucoup. Il est plus spectaculaire, très rapide et scoreur. Finalement c'est un peu j'ai envie de dire un mix entre Osimhen et Leao, mais pourquoi pas prendre les deux pour le PSG, parce que les deux ont des qualités similaires à Mbappé, mais n'ont pas toutes les qualités d'Mbappé. Peut-être le joueur effectivement qui a le plus de qualités sur les trois, à mon avis, c'est Lautaro Martinez qui est le plus complet, mais je vois mal l'Inter lâcher quand même son joueur qui est le joueur le plus important de l'effectif aujourd'hui. Philippe Volac. Moi, je me dis, ok, on parle des attaquants pour remplacer Kylian, mais je trouve que où est-ce qu'il faut des remplaçants, c'est en milieu. Et on parle de Bernardo Silva qu'on parle. Je pense qu'il faut aussi, il parle de Yoro aussi en défense centrale. Je pense que c'est en défense centrale et en milieu. En plus, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience, parce je trouve que là, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. L'équipe est très jeune. Je veux dire ça. Donc, je pense que là, on se voit cette année, il manque un l'équipe du Real Madrid est une équipe très jeune également. Si on regarde bien. Oui, aussi. Mais avec je trouve que Bellingham, moins de 25 ans. Devant aussi. Donc là, je pense que on parle pour remplacer Kylian Mbappé, mais il y a aussi parce qu'ils ont de quoi faire. Hein, si devant, ils ont quand même Barcola, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, quelque part, et c'est quand même pas mal. Hein, quand même. Bon, ça vaut pas les 90 millions comme on a dit et tout ça, mais quand même, je veux dire, je pense qu'en milieu de terrain et en défense, je pense que c'est là ça pêche un peu. Jean, vous vouliez réagir? Je voulais réagir juste sur ce que disait Grégory. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui, une partie, tout à fait, une partie. Mais juste, on a cité quand même deux joueurs sur trois qui évoluent avec des statistiques par rapport au nombre de buts, mais qui évoluent dans le championnat italien. Non, les trois évoluent dans le championnat italien. Les trois évoluent dans le championnat italien. Sans dénigrer, parce que là, Grégory sans dénigrer le championnat italien, mais c'est pas le plus relevé du championnat d'Europe. Donc, il y avait 3 finalistes dans les 3 compétitions européennes. D'accord, mais bon, je parle pas des équipes en particulier, je parle du championnat dans sa globalité. On sait quand même que le championnat italien n'est quand même pas le plus relevé. Un peu plus relevé que le championnat de France. Donc voilà, attention quand même. Vous réglerez ça après l'émission. Ouais, c'est juste typique. C'est l'Arabie Saoudite qui est le meilleur que le championnat français. Qu'a dit Ronaldo. Donc non, ça vous plaît pas. Si, ça vous plaît. C'est juste pour taquiner un peu Grégory. Un petit peu légèrement, mais quand même, j'en souligne. Bon, en tout cas, on peut se préparer déjà au départ de Kylian Mbappé. C'est aussi ça qui est bien, Audrey, dans son annonce, même si c'est pas officiel. On peut déjà commencer à préparer l'équipe pour la saison prochaine et le mercato d'été. Moi, je suis très sensible qu'il y ait un meneur. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jean, sur l'état d'esprit d'un groupe, c'est important. Mais je pense qu'il est essentiel, notamment au PSG, d'avoir effectivement un meneur qui aussi implique un état d'esprit, qui implique aussi une ferveur. Et c'est ce qui fait aussi la renommée du PSG. Donc, je suis très attachée à qui va pas remplacer, parce que il ne sera pas remplaçable, mais qui va être, entre guillemets, la tête d'affiche du PSG. La tête de gondole. Si alors, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, oui, celui qui va effectivement mener cette belle équipe. Alors, en tout cas, oui, on me dit dans l'oreillette Zidane, mais bon, Zidane, malheureusement, je ne l'ai pas encore cité, mais si je le citais, plus disponible, mais peut-être en tant qu'entraîneur, pourquoi pas. En tout cas, on suivra avec attention le choix de Kylian Mbappé et peut-être son départ vers le Real Madrid. On va continuer à parler d'un autre prodige yvelinois, Victor Wembanyama, originaire du Chénet Rocancourt, très impressionnant depuis le début de la saison. Le joueur de 2,23 m a déjà mis dans son rétroviseur un certain Michael Jordan au bout de 50 matchs de saison régulière. On va regarder la statistique. Il a déjà atteint les 1000 points en carrière. Il est passé devant MJ en tant que 4e joueur le plus rapide à scorer 1000 points en carrière. La question sur cette thématique, Victor Wembanyama est-il plus fort que Michael Jordan? Partagé pour vous, Philippe, et on n'a que du nom, sinon. Alors, on va faire un petit duel entre Jean et vous, Audrey.
Qui Moi, commence? moi j'étais. Partagez. Moi j'ai dit non. À partager. Partagez. D'accord. Moi j'ai dit non. Partagez ou non? Ah non, moi c'est non. Ah, c'est non. Ah oui. Ah, c'est toi, Philippe, Philippe. c'était D'accord, c'est Philippe. Alors, un petit duel entre Jean et Philippe. Philippe, Vas-y, vous je commencez? t'en prie. Ouais. Honneur aux blessés. Alors moi, je suis partagé parce que, pas que dans le basket, hein, mais j'aime pas comparer entre les générations. Voilà, je trouve que c'est complètement différent. On peut parler du foot, du rugby, on compare toujours, mais c'est complètement différent. Oui, sur les stats qu'il nous fait, c'est Après, impressionnant. En NBA, on parle beaucoup de statistiques. Oui, on parle beaucoup de statistiques, mais moi je parle Plus qu'en aussi foot, par exemple. Voilà, je parle surtout d'époque, en fin de compte, d'époque. C'est complètement différent. Je sais même pas si à l'époque de Michael Jordan, c'était déjà des quarts de 12 minutes déjà, je sais pas déjà, et ça y fait, c'est important. Si. C'est important. Ah, tu le sais. D'accord. Oui, c'est D'accord. mon joueur préféré. D'accord. Ok. Michael Jordan. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Un d'accord. spécialiste en face. Ouais. Accrochez-vous, Philippe. Non, mais voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il est très fort. Il n'y a rien à dire. Hein, je veux dire. Là, il joue que 22 minutes par match ou 20 minutes, et Jordan sur les par rapport au truc, c'était 28 minutes déjà. Donc, et puis il est bon partout. C'est le meilleur rookie en fin de compte. Il a les meilleures statistiques des rookies. Hein, Il tourne à 20 points par match, 10 rebonds, 3 passes et 3 contres en moyenne. Et il joue presque tous les matchs, presque, je dirais. Il y a des matchs qu'il a été au repos, mais c'est quand même impressionnant. Il faut dire que c'est sa première année. Bon, rookie, je crois que c'est la première année, mais c'est quand même impressionnant. Je veux dire. On avait un petit peu peur en début de saison Oui. qu'il se blesse. Oui. éventuellement, Et puis en fin de compte, finalement, non, pour en fin de l'instant, compte, non. il est très. Alors, on va donner la parole au plus grand fan de l'histoire de Michael Jordan, Jean. Non, mais c'est mon joueur préféré, mon joueur de basket préféré. Oui, Victor Wembanyama affole les compteurs. C'est certainement, et je le dis, je le répète, une future star de la NBA. Mais c'est futur. Pour l'instant, c'est quand même un jeune joueur, encore un jeune joueur, avec toutes les grandes statistiques qu'il envoie. Mais on ne peut pas comparer Wembanyama à Jordan. C'est pas possible. Vous parlez sur toute sa carrière, hein, Non, mais Michael Jordan. là, on Mais parle sur de les le premiers début, matchs. les premiers matchs. Sur les premiers matchs. Sauf qu'on peut pas comparer un joueur C'est sur simplement c'est sur son 1000 début de points, carrière. 1000 points, les On est 1000 premiers points. Bien sûr, on est d'accord. Sauf que un début de carrière, c'est un début de carrière. On ne met pas Monsieur Michael Jordan parce que c'est quand même le grand joueur de basket de tous les temps. C'est la pour référence. moi, c'est la référence. Je crois qu'il a amené énormément de monde à regarder le basket parce que c'était un phénomène. Et on ne peut pas mettre ce joueur-là au même niveau et la comparaison. Le début de carrière, mais ça ne veut rien dire un début de carrière. Pour l'instant, malheureusement, Victor Wembanyama n'a rien gagné, n'a rien fait. Alors, sur son début de carrière, je suis entièrement d'accord. Il est exceptionnel. Mais laissons-lui le temps de grandir, parce que ça devrait être un grand. Mais pas le comparer à Michael Jordan. Non. Pas grandir, il est déjà assez grand. Grandir, non, mais je dirais Oui, parce au que niveau technique. j'ai dit qu'il faisait 2m23, mais il y en a certains qui disent Figaro. 2m24, 2m25, Figaro. 2m26. Ça dépend s'il est avec les chaussures ou pas. Enfin voilà, il est Ouais. quand même assez grand. Hein. Non, mais il est plus que grand. Mais Jordan n'était pas immense. Hein. Il a les chaussures de Il Michael était Michael Jordan. Jordan, Il a si les mes chaussures de souvenirs Michael sont bons, Jordan. 1m99. Oui, c'est ça, Si j'allais mes dire 2 souvenirs mètres. sont bons. J'étais à 2 mètres, voilà. 2 mètres, j'arrondissais. moi. Il a les chaussures de Michael Jordan. C'est pour ça. Audrey, est-ce que vous restez sur votre position, vous restez dans la team Jean ou vous basculez dans la team Philippe? Je vais être sympa, je vais être dans la team Jean. Non, mais pour moi, Michael Jordan, c'est une légende. Donc, une légende, pour moi, on ne peut pas comparer une légende à effectivement un jeune joueur. Je suis d'accord que Victor Wembanyama est un joueur d'excellence. C'est aussi un des deuxièmes joueurs les plus regardés dans le NBA. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le compare. Mais je te rejoins complètement, Jean. Moi, j'aime beaucoup en plus Michael Jordan, notamment par le numéro 23. C'est un nombre porte-bonheur. Et je suis plutôt sur la durée, effectivement, de pouvoir suivre Victor le plus longtemps possible. Et en plus, c'est un joueur qui est de chez nous, hein, Illinois. Voilà, donc, On a eu beaucoup de chance. On a peut-être le meilleur joueur français de tous les temps qui habite dans les Yvelines, enfin qui vient des Yvelines. Après, pour Victor, en fait, sa référence, c'est LeBron, un des basketteurs aussi les plus connus aussi de la génération de Michael Jordan. Et surtout, aujourd'hui, maintenant, on est vraiment dans les statistiques, dans le nombre de shoots. Donc, il n'y a plus vraiment la passion du basketball. C'est vraiment les performances, les stats. Donc, je pense qu'il faut aussi revenir un peu au basket de l'époque. À l'aura du basketteur. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je suis dans la team Jean, parce que je suis Michael Jordan.
Merci, team Jean et team Audrey. Soyons sérieux, Mickaël, on ne peut pas comparer Wembanyama à Michael Jordan. Non, mais on compare encore une nouvelle fois sur les début stats à l'instant T, oui, Wembanyama inscrit 1000 points plus rapidement que Michael Jordan. Mais si on prend la saison de rookie de Michael Jordan, il avait une moyenne de points plus élevée par match, 28 points par match pour Michael Jordan. Et on ne peut pas comparer un jeune. Moi, je dis toujours, laissons les jeunes travailler tranquille. Là, c'est vrai que Wembanyama est exposé. On l'a dit, il est paré. C'est peut-être votre jeune que vous pouvez le moins couver, Grégory. Non, mais voilà, il est paré. Il va faire, je pense, un très très bon bout de chemin. J'espère même un grand chemin en NBA. Mais voilà, on peut pas comparer. Au-delà d'être une légende du basket, Michael Jordan, moi je le mets peut-être dans mon top 3 des sportifs de l'histoire. Il a eu une carrière énorme, 6 titres de NBA. Le dernier, il l'a eu très tard à 35 ans. Il est revenu, voilà, c'est un retour après une petite carrière dans le baseball. Il a essayé, rien que ça, c'est légendaire. Il a été un nombre de fois incalculable MVP. Il a affolé plein de records. Wembanyama, ok, il a ce record de 1000 points inscrits. Et encore, c'est pas le joueur le plus rapide dans l'histoire à avoir inscrit ces 1000 points lors de sa première saison NBA. Mais il a été 10 fois meilleur scoreur de NBA. Sur ses stats en carrière, je crois que c'est le meilleur scoreur qui a une moyenne de points. Je crois que je m'étais noté, c'est 30,1 points par match. Meilleure moyenne de points en carrière. Michael Jordan, c'est aussi... au-delà d'être un sportif, une marque. Il y a ce film, moi, quand j'étais petit, Space Jam, c'est rentré un peu dans mon imaginaire comme un film avec les Looney Tunes. Voilà, ça montre à quel point Michael Jordan est une légende. La marque Jordan aussi, hein, si on va encore plus loin, qui, je crois, a fait 5 milliards de recettes en 2022. On ne peut pas comparer peut-être le meilleur joueur, le meilleur prospect, le meilleur... peut-être la meilleure promesse de NBA à la plus grande des légendes. À mon avis, c'est totalement prématuré. Mais c'est tout le mal que je lui souhaite à Victor Wembanyama, c'est qu'il puisse marcher dans les pas de Michael Jordan. On pourra en parler dans 10 ans peut-être, Grégory. Ouais, je vous propose ça. Ouais, on verra. Peut-être, on se donne rendez-vous dans 10 ans. En tout cas, les attentes autour de Victor Wembanyama sont peut-être un peu similaires à celles qu'on avait pour Michael Jordan quand il est arrivé en NBA, Philippe, finalement. Avec le recul. Oui, avec le recul, oui. Avec le recul, mais bon... Comme je dis, hein, je ne peux pas comparer les deux. Jordan, c'est un extraterrestre. Et là, il faut voir ce qu'il va donner sur la durée. Et puis voilà, quand il aura son macaron. Bon, on attendra encore quelques années pour refaire ce débat. Hein. Peut-être dans 10 ans, rendez-vous dans le prochain. Si on parlait sport dans 10 ans, on verra ça. Hein. On aura quelques années de plus tout autour de cette table, mais bon, on en reparlera. On continue à parler de basket. Le grand match des lycées Versailles, Sainte-Geneviève et Auch s'est tenu le 8 février dernier au gymnase Mauboron. Un match sulfureux dans une très belle ambiance qui s'est terminé par une victoire de Ginette sur le score de 49-36. On écoute les réactions à la fin du match. Déçu du résultat, mais au-delà de ça, ça reste un excellent souvenir, je pense qu'on aura tous en commun. Parce que, indépendamment de la victoire ou de la défaite, le fait de jouer devant un public comme ça, avec des ultras aussi peu habillés et déjantés, forcément ça fait plaisir. Non, on n'a jamais douté. Quand on est revenu, en deuxième mi-temps, on a levé la tête et on s'est dit qu'on pouvait le faire, on était meilleurs qu'eux. Ilan, qui est bien sûr le capitaine de l'équipe Auch et non pas Ginette. Hein. On l'a reconnu au niveau des couleurs notamment. Qu'est-ce que vous en pensez du coup, Philippe, de ce match 16-2 pour Ginette face à Auch. Très belle ambiance. On l'a vu aussi, un défi sportif aussi entre les équipes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est top. On en a reparlé déjà l'année dernière. J'ai appris à connaître l'année dernière parce qu'on en avait déjà parlé. Je trouve que c'est vraiment top. Hein. Je veux dire, ça vous plaît ? Ouais, ça me plaît bien. Je veux dire, bon, dommage que ça fait 16-2 en victoire. Ce serait quand même bien qu'ils puissent revenir, mais. Voilà, moi je trouve que c'est bien, il y a une super ambiance, tout le monde attend ça. Dans l'année, je suis sûr qu'il commence l'année scolaire, il parle que de ça. Je trouve que c'est le point d'orgue de l'année scolaire. Je trouve que c'est l'année étudiante, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean, de ce match ? C'est l'esprit étudiant. Vous auriez aimé participer à ce match ? Participation. Alors, j'ai eu la chance, moi, à l'époque, à mon époque, ma jeune époque, où je jouais au rugby. C'était à quoi, 5-6 ans, c'est ça ? Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, mais c'était le côté scolaire, bien sûr. L'UNSS, à l'époque, c'était l'ASU.
Ça m'a rappelé à quelques-uns. Mais j'ai eu la chance de connaître ce genre d'effervescence, puisqu'on avait été, nous, on a été en finale du championnat de France, scolaire, universitaire, pardon, voilà, je cherchais le mot, c'est pas scolaire, c'est universitaire. On a été la chance d'avoir fait le championnat de France universitaire, et on avait connu cet engouement et tout ce qui va autour de ces événements sportifs. Et donc ça, c'est vraiment à l'état pur, c'est vraiment au summum, puisqu'il y a à peu près 2000 spectateurs pour cet événement. 1300 officiellement. 1300 officiellement. Ils sont presque sur le terrain. Et officieusement... On ne donnera pas les chiffres. Officiellement pour des raisons de sécurité, certainement. Non, mais c'est vrai que c'est fabuleux. Et comme disait Philippe, je pense que toute l'année, ça doit parler de ce match. Et tout le monde doit attendre ça avec impatience. Et ça doit alimenter les discussions et les conversations de bruit de couloir. Audrey, qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Je suis toujours dans la team Jean. Oui, je pense que c'est le rendez-vous étudiant. C'est effectivement, il y a les joueurs, il y a les spectateurs, il y a aussi, on voit les cheerleaders qui sont aussi sur le terrain. Oui, je pense que 2000, ça peut facilement être le nombre de personnes, mais je pense que ça peut vraiment augmenter beaucoup plus. C'est le rendez-vous des étudiants. C'est avant tout un match ou même... C'est plutôt un événement. Ça va un peu plus loin, c'est plus l'événement lui-même. Ça fait du bien, on parle plus du Covid, mais c'est vrai que ces événements-là qu'on retrouve de plus en plus présents, la ferveur, c'est fédérateur aussi. Et même, je pense que pour les étudiants, ça les aide aussi à se raccrocher à leurs études au-delà des parties, des cours qui peuvent être un peu... Oui, apparemment, pour préparer ce type de match, ils font leurs entraînements à 22, 23 heures, voire minuit. D'accord. Ils ont un gymnase qui est laissé à disposition pour pouvoir s'entraîner parce qu'ils ont les cours sinon toute la journée. Grégory, alors vous y étiez, qu'est-ce que vous en pensez déjà du match? C'était ma troisième déjà, Ginetoche. Le match en soi, pour moi, le résultat est presque anecdotique, même si je pense que les joueurs de Ginette ne le pensent pas comme ça. Mais finalement, le match, Audrey l'a rappelé, c'est qu'un petit aspect, c'est un aspect de l'événement. L'événement Ginetoche, c'est une soirée énorme avec deux publics, des fervents supporters. Il y a des petites chamailleries, on va dire. Ça se clash entre les deux camps, mais ça reste bon enfant. Il y a ces spectacles de danse, de chansons. Il y a les cheerleaders aussi qui font le show. Cette année, on a eu le droit aussi à une démonstration de cécifoot. Je sais que Philippe suit pas mal Yvan Manji. C'est Céci footballeur, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas qui a fait une petite démonstration. Donc c'est un show avant d'être, j'ai envie de dire, un événement sportif. Après, c'est vrai qu'au cœur de cet événement, il y a le match. Cette année, le match, moi, je l'ai trouvé plutôt attrayant sur, on va dire, le scénario. On a vu une équipe de Hoche qui a vraiment tenu la baraque au début. On a cru pendant longtemps que Hoche allait arracher sa 3e victoire dans cette 18e édition. Et après, les joueurs de Ginette, visiblement, à la mi-temps, le discours du coach François Lamant a dû faire effet puisqu'ils ont complètement dominé les deux derniers quart-temps. Donc le match, moi je trouve d'année en année, le niveau, je trouve que ça progresse. C'est pas un niveau exceptionnel, mais j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on attend avant tout de ce match. Et après, sur le fait de grandir ou pas, je sais pas s'il y aurait un intérêt à le faire grandir. On va en parler juste après. Voilà. On va peut-être regarder d'abord un extrait et ensuite on verra si cet événement peut peut-être grandir à l'avenir. On regarde l'extrait. On a vu ces images, ces très belles images de joie. Quand on voit ces images, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'ils pourraient peut-être accueillir encore plus de monde dans leur gymnase? Alors leur gymnase malheureusement a une capacité totale de 1300 personnes, mais est-ce qu'ils doivent déménager dans un lieu plus grand? Vous votez, oui ou non? Vous votez. Est-ce qu'ils doivent déménager dans un lieu plus grand? Voilà. Non pour vous. Alors on fait un petit duel entre Grégory et vous, Audrey. Voilà. Donc pour vous, oui, il faut déménager dans un lieu plus grand.
Il y a deux sujets. Il y a effectivement. Oui, est-ce qu'il y a des salles à Poissy peut-être qui pourraient les accueillir? Quand l'entraînement du PSG, pourquoi pas Non, il y a deux sujets. Effectivement, c'est un véritable événement, c'est un véritable rendez-vous. Les étudiants, ils veulent faire la fête. C'est aussi pour ça que cet événement existe autour du sport, donc c'est encore plus sympa. Le lieu joue aussi dans cet esprit. Il faut que le lieu soit aussi en adéquation avec cet événement. Que ce soit à Poissy ou dans une autre ville, c'est dans une capacité, je pense, au-delà des 2000 personnes. Je pense que ça peut être monté à 3000 personnes. Ça peut être un véritable événement de l'année aussi. Tout le monde ne peut pas venir, bien sûr, sur cette rencontre. Il y a énormément d'élèves qui viennent, mais tout le monde ne vient pas. Tous les 2 lycées ne viennent pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc pour vous, oui. Il faudrait un lieu plus grand. Ok. À vous, Grégory. Pour moi, non. On s'est plaint. Alors, c'est pas le même sport. Le Football Club de Versailles qui a aller s'exporter au stade Jean-Bouin à Paris. Là, on a envie quand même que cet événement reste à Versailles. On parle d'un événement entre 2 lycées de Versailles. Je le vois mal s'exporter ailleurs. Et après, en capacité, en enceinte, avec une capacité disponible peut-être supérieure à Versailles, il n'y a pas grand-chose à part le gymnase Montboron. Moi, je pense que ce qui fait la beauté de l'événement, c'est justement qu'on ait cette ferveur qui soit remplie par les étudiants des 2 lycées. Je ne sais pas si dans une enceinte plus grande, moi, ma peur, c'est que ça sonne un peu creux dans une enceinte un peu plus grande. Peut-être, oui, l'intérêt, ce serait de l'ouvrir au public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est aussi, moi, je trouve, ce qui fait un peu l'essence de ce rendez-vous, un petit moment, le charme de ce rendez-vous, un petit moment de retrouvailles entre 2 lycées qui peuvent être un peu rivaux. Voilà, il y a une rivalité sur ces prépas, et c'est une parenthèse enchantée, cette soirée, dans des années qui sont très difficiles pour ces étudiants, où ils n'ont pas vraiment le temps de se divertir. Là, c'est une soirée que leur offre François Lamant, l'organisateur, et toute l'équipe organisatrice. Je ne sais pas s'il faudrait l'exporter. Moi, je reste convaincu que non, que le lieu du gymnase Montboron reste plus propice pour l'événement. Rapidement, Philippe, Jean, qui vous a convaincu? Ça dépend ce qu'ils recherchent. Je veux dire, rester où est-ce qu'ils sont, c'est bien, parce que ça reste dans le cocon, comme on dit, c'est bien, avec le mur d'escalade qui est joli aussi. Et en plus, le gymnase Montboron est à égale distance de Sainte-Geneviève et de Auch. Aussi, il y a une symbolique. Ouais, aussi. Donc, non, parce que où est-ce qu'il faudrait l'exporter? Ce serait à Saint-Quentin, au Vélodrome de Saint-Quentin, en fin de compte, quelque part, pour avoir vraiment énormément. C'est sûr que ça frustre énormément, je pense, d'étudiants. Ça, c'est certain. Il y a les problèmes de sécurité aussi, qu'il faut faire attention aussi, parce que de plus en plus, ok, c'est 1300, mais s'il y en a plus, ils se mettent dans la mouise un peu, si tu veux, parce qu'on ne sait pas, tant qu'il ne se passe rien, ça va. Mais voilà, faut voir. Mais je trouve que c'est bien, l'ambiance est top. Ouais. Jean? Non, moi j'avais répondu non, comme Grégory, tout simplement parce que si on veut garder cet événement cocooning, où tout le monde s'y retrouve finalement, l'ouvrir au public, franchement, je vois pas qui viendrait, parce que sportivement, c'est quand même pas le sommet du basket. Donc c'est pas, Grégory l'a dit juste avant. On vient pour l'ambiance. Pour l'ambiance, sauf que l'ambiance, elle est faite par deux établissements qui vivent entre autres pour ça toute leur année scolaire. C'est le rendez-vous de fin d'année, c'est un petit peu l'apothéose avec ce petit challenge sportif au milieu. Mais est-ce que quelqu'un de l'extérieur viendrait avec les mêmes valeurs et les mêmes mentalités? Je ne crois pas. Et à vouloir peut-être l'ouvrir aux autres, ils perdraient peut-être le fond de cette grande fête qu'ils font ensemble, pour moi. Donc, moi, je dis non, laissons comme ça, parce que justement, ils y sont, c'est la fête, ils sont entre eux, et ils se comprennent tous, ils parlent le même langage. Et j'ai peur que s'ils l'ouvrent à d'autres, moi le premier, si j'y vais, je vais faire la fête quoi? Je ne vais pas me sentir concerné. Donc, je pense que ce serait plus le risque, ils prendraient un risque de faire venir des gens extérieurs, et qui casserait plutôt l'ambiance que faire encore plus d'ambiance. Parce que faire plus d'ambiance que ça, c'est compliqué. Je trouve, non mais c'est vrai. Et je crois que eux, pour eux, tout le monde s'y retrouve et tout le monde est content. Je ne pense pas. Est-ce qu'on leur a posé la question? Mais je ne pense pas que leur intérêt et leur volonté est de l'ouvrir au public. L'organisation changera aussi. Hein. Si tu fais plus grand, il faut aussi une autre organisation aussi. Il y a tout le cahier des charges qui n'est pas du tout le même. Ouais. Bon, en tout cas, on continuera à suivre ce match entre Ginette et Auch dans le futur. Il y aura forcément une prochaine édition et ce sera en février 2025. On passe à notre page débat.
On va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le moment le plus fort de cette émission, notre dessert si je peux dire. À vous, Grégory, de quoi allez-vous nous parler? D'un événement auquel j'ai pu assister il y a quelques jours, le 10 février dernier, le Boxing Club d'Élancourt Saint-Quentin en Yvelines proposait son grand gala de boxe au complexe sportif de l'Europe. Cela faisait 2 ans que la team Farouja n'organisait plus son propre événement. Et même mieux, on n'avait pas vu de combat professionnel sur le territoire saint-quentinois depuis l'émergence de l'épidémie de Covid-19 qui avait asséné un sacré coup de poing au monde du sport en général. Forcément, pour la centaine de spectateurs présents, il y avait de la joie pour ce retour de la boxe pro à Élancourt. Un beau gala comme ça, ça fait un moment. Ça fait un moment, je suis venu, je suis arrivé et vraiment l'organisation au top. La beauté de l'encadrement est monstrueuse. Franchement incroyable. On a kiffé l'ambiance, la luminosité et tout. On va dire un vrai show comme dans les films. C'est vrai que ça faisait plaisir de voir ce retour en fanfare du noble art sur les terres saint-quentinoises et sur le ring élancourtois. Il y avait 9 combats dont 3 pour les pros. Bilan plutôt positif pour la team Farouja, 3 victoires, 2 défaites et une égalité chez les amateurs. Pour la plupart, ils boxaient pour la première fois devant leur public, ce qui donne forcément un avantage, mais ça peut être aussi une pression supplémentaire. Pour les professionnels, c'est équilibré, un combat gagné, un perdu et un nul. Pour lui, c'était l'occasion de se remettre en selle. Voilà l'interview qui partait même trop vite. C'était l'occasion justement pour ce boxeur de se remettre en selle. Il s'agit de Nassim Amitouche qui a rejoint la team Farouja il y a 1 an. Il compte de nombreuses années chez les amateurs. Il a même intégré les rangs de l'équipe de France par le passé. À Élancourt, c'était seulement son 2e combat professionnel et il n'avait plus combattu depuis 2019. Il a ressenti sur le ring ce manque, on va dire, de forme, ce manque d'expérience récente dans la boxe. L'Yvelinois n'est pas parvenu à prendre le dessus sur son adversaire, le Géorgien Georgi Tchedlichvili. Je vais y arriver. Le duel s'est soldé par un nul. J'ai plus combattu la perte de poids que l'adversaire dans ma tête. J'ai dû perdre plus de 12 kilos en 1 mois. Donc voilà, j'ai réussi à le faire, le poids. Et il m'a peut-être manqué quelque chose à cause de ça, ou je ne sais pas. Pour Nassim Amitouche, lui aussi combattait pour la 2e fois chez les pros, c'est Ibrahim Fofana, 27 ans, qui faisait face à un ex-champion de France amateur, Jamal Hadjab. Le boxeur de la team Farouja n'a pas démérité sur le ring, mais il n'a jamais réussi à prendre le dessus, défaite par décision unanime des juges. Pour son coach Tanguy Farouja, cependant, il y a du potentiel pour la suite. Et le clou de la soirée, un véritable show assuré par Kelvin Majid. L'entrée se fait sur la musique du générique de Dragon Ball Z. Sa tenue est d'ailleurs inspirée du personnage principal Son Goku. Et face à lui, pour son 3e combat pro, Salomon Kitoko Diamana, l'Yvelinois a mené le duel taille patron, galvanisé par son public du complexe sportif de l'Europe. Une victoire par décision unanime des juges au bout de 6 rounds disputés. Kelvin Majid, très ému après son succès, on l'écoute. Je suis super content parce que déjà la victoire et aussi surtout parce que je suis à domicile. Et depuis le temps que je fais de la boxe, c'est la toute première fois que je peux boxer chez moi. Et du coup que je peux boxer avec mon public, avec ma famille qui est là pour venir me voir. Ils ont fait le déplacement. Avec des amis aussi, du public, des supporters. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de monde que ce que je croyais. Belle ambiance à domicile pour ce retour du gala de boxe professionnelle à Saint-Quentin en Yvelines. On n'est pas encore revenu à ce qu'on avait pu voir en 2017 au Vélodrome National pour le Main Event Fort. 6000 spectateurs, les boxeurs de la team Farouja aux premières loges avec Galus Coulon, Marvin Petit et Adila Mohoumadi qui avaient conservé à l'époque sa ceinture européenne des poids super moyens. Mais bon, pour ce premier gala, c'est déjà une première belle base pour la suite. Et le Boxing Club d'Élancourt Saint-Quentin en Yvelines ne compte pas s'arrêter là. Son projet a organisé non pas 1, mais 2, voire 3 galas par an. On a déjà hâte. Messieurs, mesdames, qu'est-ce que vous pensez de cette envolée de Grégory? C'est plus informatif qu'une envolée, on va dire. Moi, il m'a mis dans les cordes. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je commence un peu à m'intéresser à la boxe en plus, là, donc, parce que je connais quelques-uns des boxeurs, comme Tony Yoka, son ex-femme aussi, et puis voilà, donc je trouve que ça commence à drainer pas mal de monde, surtout quand ils le font à Roland Garros. À Roland Garros, ouais. Et là, c'est puis c'est bien, je trouve que c'est sympa. Gala c'est un gala, c'est un gala, je trouve que c'est pas mal.
C'était combien de spectateurs qu'il y avait? Oui, il y avait une centaine de spectateurs. C'était la première fois que la boxe pro revenait. Ça faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu de boxe pro, de gala de boxe pro à Elancourt. Ouais, je pense que ça va monter. Ouais. Jean, vous êtes fan pour le coup de boxe? Vous aimez beaucoup j'aime la bien. boxe? Ouais, j'aime surtout l'anglaise, comme ça. Boxe anglaise. C'est très très bien parce que c'est une des disciplines où le Covid a fait mal parce que il y avait de beaux galas. On l'a vu en image, le dernier gala avant celui-là, où c'était quand même un grand spectacle. Là, ils essaient de repartir. Ils font une centaine de spectateurs. La boxe, ça attire du monde. Et c'est quand même un gala à l'état pur. Vraiment, c'est quelque chose. Il faut y aller au moins une fois pour se rendre compte qu'un gala de boxe, ils ne prennent pas le terme gala pour rien, parce que c'est vraiment un gala. Et là, je pense que le club des Cancours va pouvoir relancer leur gala de manière magnifique, comme il le faisait auparavant, avant le Covid. Donc pour moi, c'est tout positif. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Audrey, rapidement, un gala Elancourt, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est aussi un événement très très sérieux pour le coup, la boxe. S'il y a moins de ferveur, c'est très technique aussi. Moi, je ne connais pas vraiment très bien la boxe parce que j'ai toujours un peu peur de me prendre un uppercut. Cela dit, si ça se passe effectivement dans les bonnes règles à Elancourt, pourquoi pas. Donc 2, 3 par an, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est beaucoup, 2-3 par an. Donc, autant faire un et beau, magnifique. Un déjà. Je pense exactement un par. Un pour l'instant, an, et après on verra pour la suite. Tout à fait, oui. On va passer à notre dernière thématique. La joueuse de tennis fauteuil Pauline Déroulède vient d'être choisie comme égérie de Dior. Ce sera une première collaboration entre l'Yvelinoise, triple championne de France, et le groupe LVMH, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques. 3 autres sportifs de haut niveau ont été sélectionnés par la maison. Léo Marchand en natation, Enzo Lefort en escrime et Mélanie De Jesus dos Santos en gymnastique. Alors on connaît l'histoire de Pauline Déroulède. Elle a été victime d'un accident de la route en 2018, alors qu'elle était en scooter à l'arrêt sur un trottoir. Elle a été percutée par un conducteur de 92 ans. Sa jambe gauche a été amputée. Elle est devenue joueuse professionnelle juste après. Elle a aussi participé à des émissions de télévision comme Danse avec les stars. Elle milite pour l'obligation des personnes âgées de passer des contrôles d'aptitude à la conduite. Alors la question sur cette thématique, peut-elle faire passer plus de messages avec ce partenariat? Qu'est-ce que vous en pensez? Partenariat Pauline Déroulède chez Dior. Oui, oui pour vous tous, sauf Grégory. Grégory, alors vous êtes partagé. Oui, alors je suis partagé parce que je ne sais pas si avec cette stature d'égérie, elle pourra faire passer davantage de messages. Moi, j'ai envie de voir la chose de l'autre côté en disant que voilà, pour une marque française, mettre en lumière ce parcours de vie, ce parcours de sportif qui, je l'espère, brillera lors des Jeux paralympiques, c'est une belle chose. C'est une mise en avant du sport, une mise en avant du sport, du parasport pour le coup. Et donc c'est plutôt un parcours de vie. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est le message qu'elle fait passer a plu au groupe LVMH qui est venu chercher cette sportive parce qu'elle incarne peut-être des valeurs que souhaite aussi incarner cette marque. Je ne sais pas si elle aura davantage d'écho en étant égérie, mais moi, en tout cas, je me réjouis qu'elle devienne égérie. Ça veut dire qu'on va la mettre en avant et on va parler d'elle. Audrey, vous qui êtes dans la communication, est-ce que c'est un bon coup de com' pour elle et également pour LVMH? Alors oui, j'ai envie de vous dire bien évidemment, du côté de la maison Louis Vuitton, c'est quand même la 4e athlète à intégrer la maison Louis Vuitton. Pour ces Jeux Olympiques. Pour ces Jeux Olympiques, tout à fait. Là où effectivement ça peut être aussi intéressant pour eux, c'est que c'est la santé par le sport, c'est aussi de montrer ce parcours qui est exemplaire, la résilience de cette femme, l'accident, et puis de pouvoir aussi se battre encore, d'être une athlète 13e mondiale sur le para-olympique. Je pense championne de France en 2021 et elle a fait ses débuts aussi en Grand Chelem, aussi en 2022. Voilà. Donc moi effectivement je rejoins Grégory sur le fait que c'est un parcours à mettre en lumière. Le Vuitton, effectivement, a les capacités de la valoriser dans le monde. Là où, effectivement... c'est Dior. C'est Dior, ouais. D'autant plus que là, son parcours aujourd'hui, elle montre des valeurs aussi, notamment sur le dépassement de soi, sur, effectivement, le courage. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en a encore besoin de suivre ce type de parcours.
Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt d'accord pour dire que ça peut faire passer plus de messages? Oui, pour la simple bonne raison, c'est que, vous nous l'avez dit en off, pour avoir une interview avec elle, vous avez guère le choix dans la date. Et c'est vrai que c'est une sportive qui est énormément prise et qui a un côté médiatique qui se développe énormément. Donc je me dis que par rapport à ça, c'est la communication, c'est le côté médiatique. Si elle est médiatisée, forcément, elle pourra passer beaucoup plus de messages. Philippe? Alors moi je dirais oui, c'est bien, parce que moi je suis toujours pour, par rapport aux Jeux paralympiques. Je trouve que c'est pas mis en lumière par rapport aux Jeux olympiques, et moi je suis vraiment, par rapport que je connais comment rigole par rapport que je connais, je veux dire, des athlètes en e-sport, je trouve que c'est pas mis assez en valeur, je veux dire. Ouais. Donc voilà, pour moi c'est bien. Un autre Yvelinois par contre est devenu égérie de Louis Vuitton. C'est Victor Wembanyama. Il est la nouvelle égérie de Louis Vuitton. La marque de luxe française va faire une campagne de publicité sur lui. Louis Vuitton, c'est la marque qui l'a accompagné pour faire son costume pour la draft. Du coup, il continue le partenariat. Vous en pensez quoi? Alors, on a parlé de Victor Wembanyama précédemment. Il est aussi présent en dehors des parquets. Mbappé, il a été chez Dior en 2021. Ambassadeur. Comme quoi, le VMH met en avant des sportifs français. Ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Je ne pense pas que ce partenariat pour Wembanyama va permettre de lui faire passer davantage de messages. Je pense que c'est plutôt la marque qui vient le chercher, parce que elle peut peut-être, on va dire, s'embellir en ayant ce sportif à ses côtés, de la même manière que pour Pauline Desroulèdes. Donc voilà, c'est dans la stratégie commerciale de s'attacher les services et d'avoir comme égérie peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment en termes de sport mondial. Oui, forcément, on peut que dire bon coup de com pour la marque. Audrey? Moi, j'ai une petite réaction, pardon. Vous avez mis rouge, par contre. Oui, j'ai mis rouge volontairement, parce pourquoi? qu'à un moment donné, c'est bien mignon, effectivement, que les communications viennent s'agripper à ces grands joueurs. Je pense que Victor n'a pas forcément besoin de cela. J'aimerais effectivement qu'il puisse un peu renverser les tendances, te dire effectivement, je suis à la fois soutenu par le NBA, mais à un moment donné, lui, l'argent, c'est pas ce qu'il attend. Il le dit d'ailleurs sur les réseaux. Moi, l'argent, c'est pas ce que j'aime. Ce que je veux, c'est du jeu. Donc il devrait pas faire de campagne de com ou quoi que ce soit. Qu'il ait aussi assumé de vouloir jouer et pas d'être dans la partie communication un petit peu, c'est changer un petit peu les mœurs. D'accord. Vous n'êtes pas fan à 100%. Philippe? Non, moi je trouve que toutes les stars, ils sont rattachés ils se rattachent, et même ils changent des fois même, je veux dire, à une marque. Je veux dire, moi je trouve que c'est pour Dior là, et puis la tenniswoman, je trouve que c'est très bien. Si ça peut faire regarder les Jeux Olympiques, je veux dire les Jeux Paralympiques, je trouve que c'est top. Moi je veux dire, si on la met en lumière par rapport à ça, je trouve que si ça fait, parce que je trouve que c'est trop méconnu, si tu veux. On le voit dans les billets, on voit tout ça, et il n'y a pratiquement pas de billets de vendus au niveau des Paralympiques, et c'est quand même dommage, quand même. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Luis Fernandez, ancien footballeur et entraîneur. En compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important est de ne pas être le second de soi-même. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.